À la première page du dossier que nous ouvrons aujourd'hui, une chose saute tout d'abord aux yeux, une date 1850. Eh bien, chers amis, c'est tout simplement que le personnage principal de ce dossier a créé sur ses pas une suite d'événements tellement incroyables qu'ils font encore partie de l'actualité de la ville de Rennes, la capitale bretonne. D'ailleurs, dans cette région, il suffit de prononcer le nom d'Hélène Gégado pour faire encore courir un frisson d'horreur. Alors, rendons-nous à Rennes pour ce récit que Grégory Franck a intitulé « Une si bonne soupe ». Les dossiers extraordinaires. Oh, ma pauvre Rose, ma pauvre petite Rose, il n'y a plus rien à faire maintenant. Elle va passer, oh oui, c'est sûr, elle va passer. Mais ce qui me console, c'est qu'elle sera sûrement à la droite de notre Seigneur. Mais voulez-vous vous taire, Hélène? Enfin, voulez-vous vous taire, vilain oiseau de mauvais augure? Et cessez de dire toutes ces sottises devant cette malheureuse petite, vous êtes en train de l'inquiéter pour rien. Après tout, elle n'a fait qu'une mauvaise chute, mais elle s'en remettra. Les deux personnages que nous voyons devant nous, c'est d'abord la servante, Hélène Gégado, qui crie au malheur, et celui qui vient de la rabrouer, c'est son maître, M. Théophile Bidard, professeur à la faculté de droit de Rennes. Depuis fort longtemps, M. Bidard emploie à son service une femme de charge. C'est le troisième personnage de cette scène, elle s'appelle Rose Tessier. M. Bidard aime beaucoup Rose, car elle fait fort bien son travail. Oui, elle fait partie de la famille, Rose Tessier. Et, comme elle commence à prendre de l'âge, M. Théophile Bidard a décidé, il y a quelque temps, de la soulager d'une partie de son travail et d'engager une cuisinière. C'est à ce moment-là que s'est présentée Hélène Gégado. Elle est née à Plouhinec, 50 ans plus tôt. Elle avait toujours fait ce métier, elle s'était, comme l'on dit, mise en condition pour subvenir aux besoins de sa mère, dont elle était le seul appui et sur laquelle elle continuait à veiller. D'ailleurs, Hélène Gégado possédait d'excellents certificats de travail. On l'a pris à l'essai, et M. Bidard s'avoua bientôt séduit par ses qualités de cordon bleu. Hélène faisait en particulier à la perfection la soupe. Une soupe aux herbes dont elle avait le secret et ne voulait donner la recette à personne. M. Bidard n'avait jamais mangé une si bonne soupe. Et il engagea Hélène. Mais, attention, hein! Je ne veux avoir à m'occuper de rien, précisa le patron. Vous rendez compte de tout à Rose. De fait, Rose Tessier, soulagée du travail de cuisine, eut donc tout le temps nécessaire pour prendre son rôle de chef d'équipe au sérieux, et chaque matin, elle venait surveiller de près le menu prévu pour la journée, les dépenses nécessaires et l'état des réserves. Puis, elle allait vaquer à ses occupations en faisant sonner fièrement le trousseau de clés qu'elle portait à sa ceinture, naïf signe de sa supériorité et preuve que le maître lui accordait toute sa confiance. Hélène Gégado, qui escomptait vraisemblablement occuper une place moins subalterne dans la maison, eut l'impulsion de manifester une certaine mauvaise humeur de cet état de choses, mais elle ravala bien vite ses protestations. C'est ainsi que pour les derniers jours d'automne, la famille et ses servantes étaient allées savourer les beautés de la nature dans une propriété que possédait M. Bidard, non loin de Rennes, une maison militairement dénommée le Baudrier. Et c'est là, au Baudrier, que se produisirent quelques événements un peu plus fâcheux. D'abord, une nuit, Rose Tessier fut éveillée par un bruit contre sa porte et une voix sépulcrale qui prononçait sur un ton théâtral « Rose! Rose !» L'intéressée, superstitieuse comme nombre de filles de la campagne, fut prise d'une sainte frousse et se blottit sous ses couvertures en se signant et en récitant à toute vitesse un nombre invraisemblable de prières sûrement propres à conjurer les plus mauvais des mauvais esprits. Le lendemain matin, le professeur appela la cuisinière et lui fit la morale avec autant de sérieux que possible. « Enfin, voyons, ma fille,
Vous êtes trop intelligente pour continuer à faire ce genre de farce stupide à la pauvre Rose. » Mais Hélène ne voulut rien reconnaître. Ce n'était pas elle le fantôme du baudrier. Et pour preuve de sa bonne foi, elle ajouta « Mais moi-même, monsieur, j'ai oui frappé un grand coup dans la porte, et j'ai bien cru que ceux d'en dessous venaient pour prendre cette malheureuse fille. » L'incident déclaré clos. Quelques jours plus tard, Rose Tessier fait en descendant à la cave une chute assez douloureuse. Mais les contusions superficielles ne présentaient aucun caractère de gravité. Cependant, Hélène Gégado y voit à elle un très mauvais présage, et c'est là que nous la trouvons près du lit où Rose se remet de ses émotions, et elle débite à voix haute des litanies de catastrophes qui ne sont pas faites pour remonter le moral de la blessée. Alors, comme vous l'avez entendu, le professeur Bidard intervient lui-même pour faire sortir de la chambre l'oiseau de mauvais augure et ses sombres prédictions. Mais Hélène n'en démord pas. Elle est sûre que le mauvais sort s'acharne sur Rose. La suite des événements va hélas lui donner raison. Le 3 novembre, toute la maisonnée est de retour à Rennes. Rose, à peu près remise de sa chute, dîne à la cuisine avec Hélène, et de fort bon appétit. Hélène sait faire une si bonne soupe. À la fin du repas, Rose se redresse soudain, livide, puis se précipite vers l'évier, secouée par de terribles vomissements. Heureusement, Hélène est là qui la soutient, la couche et toute la journée la soigne avec attention. Le 5, le docteur Pinault, le médecin de famille, est à son chevet. Il la trouve plus calme, quoique fatiguée. Ne vous inquiétez pas, rien de grave. Ce sont les nerfs. Notre pauvre Rose a sûrement été secouée par votre voyage, dame. À son âge, il faut qu'elle songe à se ménager. On ne travaille plus comme à 20 ans. Ayant prescrit repos et diète, le docteur repart. Mais quelques heures plus tard, le mal reprend et bien plus fort cette fois. Rose souffre de douleurs intolérables à l'estomac. Elle crie qu'elle a un brasier dans le corps, qu'elle brûle, et rien ne peut arrêter ses cris déchirants. Le docteur Pinault, revenu sur place, est bien perplexe, et en toute modestie, il appelle en consultation un de ses confrères. Après examen et discussion, les deux praticiens tombent d'accord pour diagnostiquer une fracture du diaphragme. L'état de Rose empire très vite. Hélène Gégado la soigne maternellement, pas un seul instant. Elle ne veut quitter le chevet, elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle essuie le front de Rose, où perlent sans cesse de grosses gouttes de sueur. Elle lui tient les mains quand la douleur se fait plus forte. Elle est la seule à lui faire avaler, goutte à goutte, les médicaments. Mais elle est la seule aussi à refuser obstinément de partager l'avis rassurant des médecins et de la famille. « Ce sont de foutus bêtes !» répète-t-elle à Rose. « Ils n'entendent rien à la maladie. » « Comment ne voit-il pas que tu vas mourir ?» Hélène ne se trompe pas. Rose trépasse à 5h30 du soir, le jeudi 5 novembre. La mère de la défunte arrive aussitôt, et elle trouve Hélène qui tombe dans ses bras en proie à une crise de larmes que rien ne peut arrêter. Quelques jours après les funérailles, le professeur Bidard se prend à songer qu'il faut remplacer la disparue. « Comment, monsieur ? Mais qu'avez-vous à faire de 2 servantes? Et pourquoi gaspiller votre bel argent? Je suis encore assez robuste pour prendre sur moi tout l'ouvrage. » Ah, c'est habile de la part d'Hélène Gégado, qui se voit assez bien régnant sur tout le ménage. Elle a pourtant la mauvaise surprise de voir arriver bientôt une jeune fille de 19 ans, Françoise Uriot. Françoise joint à une sympathique robustesse un don inné de ne pas voir plus loin que le bout de son nez, qu'elle a fort plat d'ailleurs. Cette fois, Hélène ne cherche même pas à dissimuler son aversion pour la petite nouvelle et lui fait subir toutes sortes de brimades. Elle ne l'admet pas à la table, la faisant manger debout, elle lui rationne la nourriture, et lorsque le maître en fait la remarque, Hélène, maugrée, c'est une paresseuse, une ingrate. Même le peu de pain qu'elle mange, elle le vole. Cette mésentente ne dure pas longtemps, car d'un coup, Françoise Uriot tombe malade. Pourtant, pendant les 19 ans qu'elle a vécu au grand air, sa forte constitution a fait le bonheur de sa famille et de ses précédents employeurs. Il faut croire que Rennes ne lui vaut rien. Après quelques semaines passées au service du professeur, elle ne se plaint même plus de n'avoir dans son assiette que de maigres rations, car elle perd l'appétit, et même cette petite quantité de nourriture, elle n'arrive plus à l'absorber sans être prise de violents malaises. Elle perd plusieurs kilos, elle est pâle, elle est très tirée.
Voyant cela, Hélène Gigado s'inquiète, oublie sa mauvaise humeur et tente de requinquer la petite servante en lui apportant à chaque repas, dans une écuelle spéciale, de larges portions de cette soupe qu'elle prépare si bien, cette si bonne soupe. Pourtant, quoi qu'elle fasse, la petite bonne maigrit chaque jour davantage, tandis que ses mains deviennent toutes rouges et enflées, et bientôt cela gagne ses jambes. De nos jours, on diagnostiquerait quelque chose dans le genre d'une allergie. Le réflexe des parents de Françoise est d'ailleurs à peu près le même. Constatant son état en venant la visiter un jour, ils jugent que leur fille doit être réfractaire à la ville et à ses miasmes, qu'elle doit manquer de soleil et de grand air, et ils l'emmènent avec eux chez eux, où elle va d'ailleurs se rétablir très vite. Cette fois, Hélène Gigado ne tente plus de convaincre le professeur qu'elle peut prendre tout le ménage à elle seule, et d'ailleurs M. Bidard la charge de trouver elle-même une remplaçante. Hélène a gagné, elle sera maintenant la domestique principale. C'est donc elle qui recrute une certaine Rosalie Sarrazin, une fille de 18 ans qu'elle semble bien connaître et dont elle fait un éloge surprenant. Rosalie est engagée, Hélène saute de joie et entoure sa recrue de prévenance et de tendresse, ne manquant pas une occasion de lui sauter au cou pour le moindre travail bien fait. Mais le travail est si bien fait que bientôt les choses vont tourner et tourner d'une manière dont vous ne pouvez pas avoir idée. Ce que l'on va découvrir dépasse toute supposition. Hélène Gigado elle-même fait donc fort bien le travail qui lui est confié, si bien qu'un jour, le professeur Bidard lui en confie un autre, et d'importance, les écritures. Rosalie sait lire, écrire, compter, et elle devra tenir à jour le livre de la maison. Alors là, d'un coup, la lune de miel avec la cuisinière est terminée. Comment? Cette jeunesse qu'elle a fait entrer elle-même chez le professeur, cette jeunesse aura toutes les responsabilités, détiendra le livre, les clés, l'argent du ménage, et elle-même, Hélène, qui a 50 ans bientôt, qui a l'habitude de servir, elle va se retrouver à nouveau reléguée derrière ses fourneaux. La dispute éclate dans la cuisine. Monsieur Bidard intervient. Hélène lui dit d'un bloc tout ce qu'elle a sur le cœur. Et alors là, oh surprise, c'est encore elle que l'on gronde. Ma fille, si vous êtes incapable de vivre en bonne intelligence avec Rosalie, vous n'avez qu'à faire votre baluchon, venir chercher vos gages et aller passer votre mauvaise humeur chez un autre maître. C'est pour le coup un rude choc pour Hélène Gigado, cette petite Rosalie, qu'elle aimait bien, mais c'est un serpent qu'elle a réchauffé dans son sein, et baissant la tête, elle part vers sa soupente en traînant ses chaussons. Cette vilaine bête, elle a tourné la tête de notre maître, murmure-t-elle. Si je suis obligé de partir, elle partira avant moi. Hélène avait encore raison. Rosalie devait partir. Le 10 juin, après une nouvelle dispute, M. Bidard donne cette fois, pour de bon, congé à sa cuisinière. Vous partirez pour la Saint-Jean. L'émotion a dû être forte pour Hélène Gigado, car le soir même, le veau au petit pois qu'elle sert au professeur Bidard a fort mauvais goût. Y touchant à peine, il renvoie le plat furieux. « Je sais pas ce qu'il lui trouve, moi, fait Hélène déçue. Tiens, Rosalie, mange-le donc. » Et dans la nuit même commencent les malaises pour Rosalie, une longue agonie qui va durer 2 semaines. Rosalie se tord de douleur dans son lit, hurle, se cabre, c'est affreux. Là encore, le docteur Pinault revient accompagner le docteur Baudouin, le médecin de la famille de Rosalie. Leurs soins sont malheureusement impuissants, et ils regardent étrangement cette fois Hélène Gigado, qui s'est transformée en une remarquable infirmière. Un instant, ils surprennent son regard. Les yeux d'un chat tigre, diront-ils plus tard. Mais cela ne dure qu'une seconde, et aussitôt les yeux de chat s'emplissent de larmes en voyant Rosalie se redresser en hurlant et en se tenant la gorge. Hélène
saisit un crucifix, le met sur la bouche de la malheureuse pour arrêter son cri. « Voici ton sauveur, dit-elle, il a enduré pour toi le martyre, recommande ton âme à lui. » Puis, se tournant vers les médecins, « Il y a un malheur sur cette chambre. Rosie est morte. Françoisie a été malade. Quant à Rosalie, ah, que voulez-vous, j'ai le cœur trop bon. Je ne puis pas voir les autres souffrir. » Le 1er juillet, il est 7 heures du matin lorsque Rosalie rend le dernier soupir. Les 2 médecins se retrouvent sur le pas de la porte de la maison perplexes. Maintenant, pour eux, aucun doute, un empoisonneur se cache dans cette demeure. Mais qui? Qui donc? Vous savez bien, mon cher confrère, que 2 personnes seulement ont approché la défunte, son maître et la cuisinière. Vous conviendrez avec moi que le professeur Bidard est quand même au-dessus de tout soupçon. En ce qui concerne Hélène, elle a été d'un dévouement, d'une abnégation remarquable pour la malheureuse. Cela fait des nuits et des nuits qu'elle ne dort pas pour être près d'elle. Oui, peut-être. Mais avez-vous remarqué ses yeux? Ah, ses yeux. Mais cela a été si bref. J'ai pensé à une illusion. Je n'osais pas vous en parler. Ah, et puis cela ne constitue pas une preuve dans une accusation aussi grave. Écoutez, mon cher confrère, pour libérer notre conscience, le mieux à faire serait de consulter la justice. Dans la rue, justement, il rencontre le procureur général, et en marchant, lui raconte l'affaire. Le magistrat la juge si grave qu'aussitôt une information est ouverte et que le juge d'instruction Vanier se présente au domicile du professeur Bidard. C'est Hélène Gégado qui ouvre la porte et se retrouve nez à nez avec ce personnage à l'allure officielle. Une seconde, elle perd pied et balbutie. « Mais je suis innocente !»« Innocente de quoi ?» fait le juge d'instruction. « Qui vous a accusé ?» Alors les choses vont très vite. Monsieur Bidard, qui avait en fait son idée derrière la tête, avait gardé dans un placard le fond d'un flacon de potion qu'Hélène faisait prendre à Rosalie sur les ordres du docteur. Il avait également recueilli un peu de la salive de la malheureuse. L'analyse révèle une forte proportion d'arsenic et l'on procède à l'autopsie de Rosalie. Même résultat. On exhume le corps de Rose Tessier. Même résultat. La nouvelle de l'arrestation commence à se répandre dans l'île-et-Vilaine et le Morbihan. Et là, chers amis, je vous demande de bien vous tenir, car l'histoire d'Hélène Gégado, telle que la révèle l'instruction, est plus qu'effarante. Orpheline à 7 ans, Hélène avait été élevée par un abbé qui négligea un peu son instruction, mais lui fit une éducation morale et religieuse digne d'une future nonne. Il la plaça ensuite chez un autre curé où son mauvais caractère fut connu dès qu'une petite bergère se plaignit qu'Hélène lui mit dans sa soupe des graines de chanvre. Autre paroisse, autre vicaire, et là, une effrayante série commence. Le vicaire, son père, sa mère, sa nièce, 2 servantes, et la propre sœur d'Hélène qui partageait leur repas, 7 personnes tombent malades les unes après les autres et meurent. Mais c'est une épidémie, s'exclame le médecin qui ne peut rien faire. La sœur d'Hélène étant décédée, elle laisse vacante une place de servante chez le curé du village voisin. Hélène prend cette place. Auprès du prêtre vivent sa sœur, sa nièce et la tante d'Hélène Gégado, sa tutrice. Après quelques mois, l'épidémie a gagné ce village et les 3 femmes succombent. C'est le même médecin qui les a soignées et qui, cette fois, songe à un empoisonnement. Mais l'enquête ne va pas loin car on ne trouve aucune personne suspecte ayant approché les victimes. Personne ne songe à Hélène qui a tellement, mais tellement de chagrin. La voici à Locminé, où elle occupe 3 places successivement. Résultat, 7 morts. Je traîne le malheur après moi. J'ai mis la pauvre Hélène partout où je vais. Le monde trépasse. Dans la ville, une superstition s'établit à son sujet, qu'elle soigne d'ailleurs avec attention, ne circulant plus qu'en manteau noir, capuchon relevé sur la tête. Elle a les foies blancs, murmure-t-on. Son haleine fait mourir. Surtout, n'entrez pas dans le confessionnal quand elle vient d'en sortir. L'autre jour, on l'a vue sur la route avec un soldat. Pour sûr, c'était son maître, le diable, déguisé en militaire. Hélène Gégado a déjà 17 morts derrière elle.
Lasse peut-être de toutes ses agonies, elle se présente un jour au couvent du Père Éternel à Auray. La supérieure voit devant elle une humble fille d'une piété et d'une éducation religieuse assez rare et l'accueille bien volontiers. Mais le diable est à nouveau sur ses pas, car voici que chaque matin, on découvre du linge et des vêtements tailladés à grands coups de lame, des livres pieux découpés en tous sens, où seuls sont intacts les noms de Jésus et de Marie. Les religieux font des prières, d'exorcismes, aspergent les murs d'eau bénite, mais cela n'empêche pas la supérieure, sœur Anastasie, de se livrer à une petite enquête beaucoup plus terre-à-terre, à la suite de laquelle Hélène Gégado est mise purement et simplement à la porte. La voici cuisinière, chez une vieille dame de 77 ans qui apprécie beaucoup, oh qu'elle apprécie cette dame, la bonne soupe aux herbes, une si bonne soupe. À 77 ans, on n'a pas de santé, et la vieille dame quitte ce monde. C'est drôle, murmurent les pleureuses qui viennent à son chevet. C'est drôle comme son visage est bleu. Et elles poussent professionnellement leurs lamentations, accompagnées par Hélène, qui a bien du chagrin. Oh, j'aurai jamais de bonheur, murmure-t-elle, en quittant la maison. Cela fait 18. Malgré la légende qui l'entoure maintenant, Hélène reste à Auray et entre chez Madame Etel, dont le gendre est le maire. Le maire reçoit beaucoup, notamment un ecclésiastique qui pâlit en voyant Hélène servir à table et se penche à l'oreille du maître de maison. « Mais vous ne savez donc pas qui est cette fille? Mais c'est la mort. Renvoyez-la bien vite. » C'est fait le soir même, mais le surlendemain, Madame Etel, déjà bien malade, succombe dans d'atroces souffrances. 19. Puis, c'est la maison des Bidards, où Hélène Gégado termine sa carrière avec les 2 cadavres que vous savez. En voilà 21. Oh, je ne vous raconterai pas l'enquête et le procès, il y aurait de quoi parler pendant des heures. Hélène Gégado nia farouchement, défia les juges de trouver la moindre preuve qu'elle aurait possédé de l'arsenic. Elle fit appel à la justice divine 10 fois à chaque audience. Elle fut quand même condamnée à mort, la grâce fut rejetée, et elle attendit en prison. On la prévint de son exécution, chose impensable, une journée à l'avance. Ce temps de réflexion l'incita peut-être à son dernier geste. Elle confessa tous ses crimes à l'aumônier lorsque le jour se leva. Le brave abbé, pourtant habitué aux prisons, ne put en croire ses oreilles et préféra appeler des témoins devant lesquels la condamnée renouvela ses aveux. L'exécution en place publique fut impressionnante et fait également l'objet de nombreux récits qui marquent l'histoire régionale de Rennes. On apprit par la suite, et on reparla de la justice divine, on apprit qu'Hélène Gégado serait de toute manière morte à peu près à la même date si elle n'avait pas été guillotinée car elle souffrait d'un cancer. On apprit aussi qu'elle avait à sa manière préservé une certaine pureté. Elle était encore jeune fille. Alors maintenant, la question que nous posions au début de cette histoire. Un épisode aussi fantastique dans l'horreur est-il encore possible de nos jours? Bon, je vous entends déjà me dire, soyons sérieux. Comment oser poser cette question? C'est bien évidemment impossible. La médecine a fait de tels progrès que l'on découvrirait dès le premier crime la présence de l'arsenic. Peut-être vrai. Mais réfléchissez un instant. Si un de nos contemporains, chose peu probable bien sûr, se mettait dans l'idée de faire avaler à quelqu'un le bouillon d'11 heures, aurait-il la sottise de choisir encore aujourd'hui de l'arsenic pour l'assaisonner? En fouillant dans quelques bons ouvrages, il trouverait sûrement quelque chose de très moderne. La chimie a fait autant de progrès que la médecine. Que voulez-vous? Mais ne rêvons pas. Il nous manquerait aujourd'hui quand même une chose essentielle. La recette de base pour préparer une si bonne soupe. Les dossiers extraordinaires.